Salut, c'est François. Aujourd'hui je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Enfin pas fatigué, c'est pas vraiment ça le terme. Euh, je crois que j'ai l'impression que je suis euh, dans une période d'intense remise en question de plein de trucs. Du coup au niveau énergie je n'ai pas la même que j'ai d'habitude. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai quand même préparé quelque chose. Donc voilà, on va y aller. Alors, c'est marrant parce que donc j'ai écrit tout ça dans une énergie complètement différente et là maintenant je suis dans une énergie pas basse mais disons ouais un peu plus calme. Mais donc ouais, je vais y aller, hein, je vais quand même un peu lire que ce que j'avais fait. Donc voilà, j'ai préparé un petit truc autour de l'ouverture de l'esprit et de l'ouverture de l'opinion et donc en fait se libérer de les opinions qu'on peut avoir et voir un peu les choses différemment et apprendre comment voir les choses différemment. Et j'ai préparé un petit texte qui est environ à 60%. Ah bah tiens, je peux mettre de la musique en fait. On va mettre celle-là. Qui est environ à 60% basé sur un texte plus ou moins spirituel que j'ai lu qui parlait euh, de l'atterrissage sur la Lune des humains. Et en fait, le maître spirituel, il utilisait ce texte pour parler des croyances de masse et tout ça. Et ouais, moi, j'ai plus ou moins pris les passages qui m'intéressent. Euh, on va peut-être pas arriver à la même conclusion. Peut-être que je vous donnerai sa conclusion et moi, je donnerai la mienne. En tout cas, voilà, on va se lancer. Hein. Les chroniques inutiles prennent un grand risque en vous racontant ceci, mais c'est trop important. Je dois le raconter. Je vais vous donner le secret de l'atterrissage sur la Lune de la roquette Apollo. Vous êtes prêts? Je risque ma vie en vous racontant ceci. Le secret sur l'atterrissage de la Lune de la roquette Apollo est personne n'est allé sur la Lune. Vous vous demandez sûrement sur quel type de preuve je me base pour arriver à cette conclusion. Peut-être les drapeaux dans les vidéos qui bougent alors qu'il ne devrait pas y avoir de vent dans l'espace, ou peut-être les ombres mal alignées des astronautes. Les signes du film du film The Shining de Stanley Kubrick. Oui, cherchez ces conspirations sur le net. Ah oui, détail important. Ce texte, donc, est un texte qui m'a convaincu que ouais, c'est un peu louche la situation des atterrissages sur la Lune. Et donc, oui, ça c'est parce que j'ai regardé un peu les côtés pour, les côtés contre. Et disons que c'est ce texte-là qui m'a convaincu. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de le partager aussi. Alors, ou peut-être les ombres mal alignées, les signes du film de Shining, ou bien toute autre preuve que la communauté complotiste de l'atterrissage sur la Lune amène en avant. Je vous rassure tout de suite, non, je ne vais pas pointer vers tout ça. Je ne vais pas commencer à parler de preuves ou ce genre de choses. Je vais essayer de vous montrer que les missions d'Apollo ont été un triomphe. Pas le triomphe qui est la version officielle, mais un triomphe d'un tout autre genre. Et donc un triomphe que je trouvais intéressant de partager. Je vais faire un petit résumé de la situation. La majorité des gens croient dans la version officielle. Euh, Ce n'est pas comme si la majorité des gens a été analysé les preuves qui sont émises par la communauté complotiste et s'est fait ensuite une opinion informée. Non, je veux dire qu'il faut être fou pour penser qu'on n'est pas allé sur la Lune. Et la plupart des gens ne veulent pas être perçus comme des fous, bien sûr. Heureusement que moi, ça ne me dérange pas. Lol. Ma raison pour penser que les missions sur la Lune ont été falsifiées ou faussées ou que c'est un hoax que dans un langage plus hipster, cette raison est que la chance de succès ou les chances de succès auraient été beaucoup trop basses, du genre inacceptablement basses, et que le prix à payer pour un échec aurait été extrêmement élevé, du genre beaucoup trop élevé. Voilà, c'est ça la grande idée. J'ai pas plus à dire que ça et je vais développer ça. Donc il y a plein de preuves à chercher sur le net et j'invite tout le monde à aller regarder, mais plus simplement, en faisant une analyse de risques, bénéfices et de coûts, on peut arriver à la même conclusion, c'est-à-dire que on n'est pas allé sur la Lune. Donc prenons un peu l'aspect scientifique. Euh, donc donc, prenons ce qui doit être accompli pour que cette mission soit réussie. Donc, premièrement, il faut lancer une roquette hyper chère pour l'époque. Donc, rien que ça, la lancer. Ensuite, cette roquette, elle doit accomplir une distance de 380 000 km aller et ensuite 380 000 km retour. Ça fait 668 000 km. Alors, en tout, que cette roquette doit faire. Ensuite,
cette roquette doit passer 2 fois par la ceinture Van Allen sans protection. Et donc pour expliquer ça, c'est que c'est une zone de radiation hyper puissante autour de la Terre. Donc la version officielle c'est ça, hein, cette roquette est passée 2 fois par cette zone. Il faut ensuite atterrir sur la Lune. Ensuite, il faut survivre à des températures et radiations extrêmes du Soleil, parce que nous, on a quand même notre atmosphère qui nous protège à ce niveau-là. Ensuite, il faut décoller de la Lune, se rattacher aux roquettes qui vont nous ramener sur la Terre. Il faut faire le chemin du retour. Il faut réentrer dans la Terre, atterrir dans l'océan ou la mer, récupérer les astronautes. Ah oui, en fait c'est marrant parce que j'ai mis des points. Donc premièrement, lancer la roquette. Deuxièmement, sur une distance de 380 000 km aller. Ensuite 3 points aller et retour, donc 760 000 km. Point numéro 3, passer 2 fois par la ceinture Van Allen. Point numéro 4, atterrir sur la Lune. Point numéro 5, survivre des températures et radiations extrêmes. Point numéro 6, décoller de la Lune. Point numéro 7, se rattacher aux roquettes. Point numéro 8, le chemin du retour. Celui-là je l'ai mis en fait dans le point numéro 2. Mais ensuite, point numéro 9, réentrer dans la Terre. Point numéro 10, atterrir dans l'océan ou la mer. Point numéro 11, récupérer les astronautes au bon endroit. Point numéro 12, il faut bien se rendre compte que tout ça c'était dans les années 60. Point numéro 13, tout ce projet a été créé dans un état de panique complètement fou. C'était en mode il faut battre ces Russes, quoi. Et puis point numéro 14, tout cela avec peu d'expérience pratique ou même peu de succès. Ou même peu de succès dans les plus petites choses. Donc voilà, ça c'est 13 points. Donc en fait j'ai dit 14, mais il y en a un qui tombe. Voilà. Donc ça fait 13 points. Et donc ce que je vous invite à faire sérieusement, c'est de faire une pause sur la vidéo et apprendre chaque chose point par point, tout ce que je viens de dire, et de sérieusement l'analyser. Donc analyser le travail que ça demande pour le faire correctement. Imaginez-vous donc vraiment le stéréotype du scientifique des années 60 avec son habit blanc, sa calculette, sa latte, ses lunettes. Imaginez ce mec entouré d'autres gars comme lui, tous autour d'une table à calculer les probabilités de réussite de cette mission sur base de ces 13 points. Et puis ensuite, imaginez-vous qu'il se regarde dans les yeux et puis qu'il devait se dire que les probabilités de réussir cette mission étaient très proches de 0, pour ne pas dire 0. Un peu de contexte historique, rappelez-vous que le but de cette mission n'était pas une découverte scientifique ou un dernier effort vaillant pour sauver la Terre d'un astéroïde qui fonce sur la Terre à toute allure, non. C'était un programme massivement dépensier de l'ordre militaire, donc vraiment blindé d'argent, pour faire un coup marketing pour les États-Unis. Kennedy l'a promis, les gros business l'ont promis, la supériorité du modèle capitaliste et libéral était en jeu. C'était une guerre d'idéologie. Dans cette guerre, ce qui était bien plus important que le succès ou non d'une mission sur la Lune, donc bien plus important que réussir, était l'apparence du succès, parce que c'est une quête marketing, Je veux dire, il faut bien se rendre compte de ça. Le but, c'était pas la Lune presque, ils s'en foutaient, non, le but c'était de prouver que le capitalisme et le libéralisme, ça marche. Et donc ce que je voulais dire, c'est que plus important que le succès ou non d'une mission sur la Lune était l'apparence du succès. L'apparence du succès d'une mission sur la Lune était bien plus facile à accomplir que de réaliser réellement une mission sur la Lune. Je vous invite à sérieusement digérer cette phrase, je vais la répéter encore une fois. L'apparence du succès d'une mission sur la Lune était bien plus facile à accomplir que de réaliser une mission sur la Lune. Voilà, je vous invite sérieusement à la digérer. Et donc oui, là pour ceux qui sont peut-être un peu doués, qui sont un peu cultivés, oui, on est complètement dans Le Prince de Machiavelli, dans L'Art de la guerre de Sun Tzu, ou dans le livre des 5 anneaux de Musashi, quoi. C'est comment mentir pour pour réussir ou pour gagner dans son truc, quoi. C'est l'apparence est parfois plus importante que la réalité. Donc, alors, juste vraiment pour aller dedans, prenons le temps un peu de réfléchir à quoi aurait ressemblé le foirage d'une mission pour la Lune dans ce contexte historique. Le rêve américain aurait changé le symbolisme de la Lune d'une pierre précieuse romantique qui brille au fond de la nuit, qui a inspiré tellement d'artistes et de gens. Ça aurait changé ce symbolisme en un cimetière orbitant et un monument à la sottise humaine. En gros, gâcher la Lune pour toutes les générations futures. Ce foirage aurait simplement pu être donc ça c'est le pire. Ce foirage aurait aussi simplement pu être une vision de corps américain qui tourne autour de la Terre avant d'être désintégré quand il rentre à nouveau sur la Terre à cause de la descente trop rapide et bien sûr de tout ce qui est atmosphère, et donc ça désintègre tout.
Ou bien il aurait pu ressembler à un cercueil volant dans l'espace, ou bien voir les héros retourner sur Terre pour ensuite mourir de radiation mortelle quelques mois après. Donc ça aurait pu être un foirage à plein de niveaux. Pour résumer, que des résultats négatifs extrêmement graves, le contraire vraiment finalement des objectifs glorieux et grands que l'humanité avec un grand H aurait pu réussir et que Kennedy a vendu. Le contraire fondamentalement de l'objectif de ce programme. Hein. Donc voilà, ça c'est au cas où on foire, je veux dire c'est hyper grave quoi. Donc ici, prochain point que j'ai noté, le foirage n'était donc pas une option, c'était une quasi-certitude. Et au lieu de montrer la supériorité de la démocratie et la supériorité du libéralisme au-dessus du communisme, ce que ce programme voulait montrer, je rappelle, c'est ça que ce programme voulait faire, ce programme aurait montré les États-Unis comme un pays complètement foireux pour le reste de l'histoire tant que la Lune apparaît dans le ciel la nuit. Donc à chaque fois qu'on regarderait la Lune, on serait dit putain, ces Américains ont essayé d'aller là quoi. Ils sont dingues quand même. Juste pour prouver que leur modèle est meilleur quoi, ils sont dingues quoi. Alors, c'est marrant que je fasse ici un petit point. Ici, j'ai noté, j'en profite pour dire que je vais quelque part avec tout ça. Il y a une morale inutile à la fin. J'aurais pu prendre... Ah, mais je l'ai dit au début. J'aurais pu prendre n'importe quelle conspiration. Ce dont je parle ici sont les histoires qu'on se raconte et que l'on croit ou non, et comment il peut être facile d'en créer d'autres, ou comment il peut être facile du coup d'élargir ces histoires et en fait de complexifier sa pensée, de pas juste penser à un truc, mais de savoir prendre plein d'autres arguments et du coup les invalider et avoir finalement une pensée plus fine ou une opinion plus fine sur n'importe quel sujet. Finalement, c'est ça que je fais avec vous ici. Alors, donc quand j'ai fini de faire cette analyse de risque, je suis arrivé à la conclusion que la probabilité d'un hoax, mensonge ou une fausse narrative était plus grande que la probabilité de la narrative de 6 missions réussies et dont un foirage spectaculaire, hein, le Challenger qui n'arrivait pas à aller dans l'espace, ou bien le fait que dans un des tests du lancement du premier Apollo, ils ont fait une erreur, donc c'était juste une répétition de test, ils ont quand même brûlé 3 astronautes et il y a encore un autre gars qui aidait quoi. Donc voilà, je veux dire, ils étaient absolument pas prêts quoi. Et donc voilà. Donc alors perso, je continue. Alors perso, moi j'ai regardé plein de vidéos pour ou contre la théorie qu'on est allé ou non sur la Lune. Et au fil de chaque vidéo, mon baromètre allait d'un côté à l'autre tout le temps. À chaque fois que je me présentais des nouveaux faits et interprétations qui avaient du sens pour moi à ce niveau-là. Pourquoi je raconte ça, bien sûr, c'est, oui, je regardais donc plein de vidéos et tout ça, genre en mode, pour savoir, tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on est vraiment allé, oui ou non. Et à chaque vidéo que je regardais, aussi bien fausse que réelle, de n'importe quel côté, j'allais d'une opinion à l'autre et du coup, j'affinais un peu ma pensée à ce niveau-là. Ce qui pour moi est hyper intéressant, quelle que soit la pensée qu'on fait. Et donc voilà, j'avais envie de partager ça. Et oui, le prochain point, et je veux ajouter tout de suite que, j'adore ça. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc où tu fais un espèce d'ascenseur émotionnel sur la vérité. Voilà, moi c'est le genre de truc que j'adore faire, donc voilà. Et c'est ça qui est tellement fun avec les conspirations et le complotisme, et que donc j'invite tout le monde à le faire. Et donc, oui, pourquoi en fait je parle de ça aussi, c'est parce qu'on a parlé du recul avec Elias. Et donc pour ça, j'avais préparé un petit exercice de pensée qui est donc basé sur un texte que j'avais lu. Moi j'ai enlevé beaucoup de trucs et puis j'ai repris ce que je trouvais intéressant. Donc voilà, l'exercice de pensée. Imaginez avec moi. Mettez-vous maintenant dans un meeting de très très haut niveau. Donc vraiment le high level américain, quoi. High level du gouvernement américain. Mettez-y le président. Donc vraiment, le président y est, c'est vraiment à ce niveau-là. Et donc voilà, vous y êtes. Dès que vous l'avez, vous pouvez appuyer sur play. Maintenant, je veux que vous soyez le président de ce meeting. Donc vous êtes la personne qui prend les décisions, vous êtes la personne importante qui choisit le destin de l'humanité. Donc rappelez-vous de tout ce que j'ai dit avant, cette mission est censée redorer le blason du pays. Les coûts du foirage sont monumentaux, vous êtes le président et vous posez une simple question à tous les experts avec leur truc en blanc autour de la table. Cette question est celle-ci. Vous êtes le président, no bullshit, vous posez la question. On a combien de chances concrètement de gagner ou de réussir ce truc ? Rappelez-vous, vous êtes les présidents, c'est vous qui devez donner votre accord. Quel pourcentage accepteriez-vous ? Quel type d'assurance voudriez-vous recevoir de ces experts ? Vous diriez oui à combien ? 60% ?
Quand se passe ce meeting? En 1967? Si oui, rappelez-vous que 3 astronautes ont brûlé dans une répétition du lancement qui ne devait pas être dangereuse. Cette répétition ne devait pas être dangereuse. Donc 60%. Est-ce que vous acceptez du coup de dire un go à cette mission? Et s'ils vous disent que ça a 70% de réussir et qu'il n'y a qu'une chance sur 3 pour que cette mission se termine en désastre national pour des décennies à venir et une victoire facile pour l'Union soviétique. Hein? Donc gardez ça en tête. Il n'y a qu'une chance sur 3 que l'Union soviétique gagne. Voilà, je remets de la musique. Et quoi à 80%? Seulement une chance sur 5 que la prochaine fois qu'un humain regardera la Lune, il pensera à la vanité de ces Américains. Et quoi à 90%? Gardez à l'esprit que ces experts veulent voir leur projet financé. Ils augmentent les chiffres pour garder leur boulot ou en avoir un nouveau. Hein? Donc, ils sont peut-être pas de confiance, ces experts de la NASA. Alors, question extrêmement simple. Vous êtes le président dans cette situation. À quel pourcentage accepteriez-vous de continuer cette mission? Voilà. Je vais vous rappeler un peu l'esprit du temps. Hein. Donc, rappelez-vous, vraiment, avant de prendre la décision de quel pourcentage vous accepteriez pour aller vers cette mission, rappelez-vous l'esprit du temps, hein, la guerre froide, hein, les chances réelles de succès, la confiance ou non portée aux experts que vous avez en face de nous, les conséquences d'un foirage. Si on prend tout ça en compte, vous, le président des États-Unis, vous répondez de la manière logique, qui vous paraît tout à fait logique. No, fuck you, rien à foutre de l'héritage de Kennedy. Je ne sais pas si vous, la NASA, êtes juste con ou fou, mais si vous pensez sincèrement que je vais vous laisser continuer avec votre plan à la con, qui va ridiculiser notre grande nation pour plein de générations futures, il n'y a pas moyen que ce truc réussisse, et si ça foire, ce pays ne recouvrera jamais. D'ailleurs, j'ai même pas l'impression que vous savez de quoi vous parlez. Je ne vous laisserai même pas promener mon chien. Vous venez de brûler 3 de nos astronautes dans vos putains de fusées. Si j'ai besoin de bloopers, je vous appelle. Maintenant, cassez-vous de mon bureau. Je sais pas comment vous trouviez mon américain, mais moi, je trouvais pas mal. Seulement, vous êtes toujours président, restez dans la situation, vous êtes toujours président, et vous remarquez un truc. Les gars de la NASA, là, ils ne quittent pas votre bureau. Non, ils ne flanchent même pas. Le gars en face de vous n'a pas arrêté de vous fixer, et n'a pas l'air du tout surpris de votre décision. Et c'est à ce moment-là que vous, le président, vous comprenez... c'est quoi cette phrase? Et c'est à ce moment-là que vous, le président des États-Unis, comprenez enfin qu'ils savaient très bien que vous n'alliez jamais accepter le plan A. Ils savent aussi bien que vous que cette idée est complètement folle. C'est une technique de vente aussi vieille que le monde. On fait une offre complètement ridicule pour amener l'esprit à penser d'une certaine façon, qui amène à un reflux complet. Une fois ce reflux accompli, le vendeur amène l'offre réelle, qui par contraste avec l'idée de base, a l'air plutôt bonne. Vous comprenez à ce moment que le pitch qui a précédé n'était qu'une préparation au moment qui va suivre. Une préparation pour le plan B, la vraie offre. Du coup, vous posez la question pour éviter de perdre de temps. Alors... c'est quoi votre plan B? Mr. President, le plan B consiste à fausser la réussite. On engage des gens du cinéma, on l'enregistre dans un studio, seul un nombre limité de gens sauront la vérité. Mais vous êtes complètement taré ou quoi? Et donc, vous criez bien sûr dans un ton relativement raisonnable. Hein? En fait, Monsieur le Président, le plan B aurait environ 100% de probabilité de réussite de la mission et 0% chance de mettre de corps américain dans l'espace. Plan B a été réalisé plein de fois avec succès et aucun foirage et nous avons bien sûr Hollywood à notre disposition. Plan B offre tous les bénéfices de la mission, du succès de cette mission, sans tous les risques de cette mission. Monsieur le Président, Mr. President, vous avez absolument raison qu'une vraie mission sur la Lune va nous exploser à la gueule. Mais, mentir ou raconter des conneries est complètement dans nos cordes. Nous sommes le gouvernement après tout. Et là, en tant que président, cette dernière phrase, hein, c'est les 2 dernières phrases, hein, elles résonnent vraiment de vous. Parce que raconter des conneries, ça a du sens pour vous. Vous savez ce que c'est, vous savez que ça marche. Peut-être que la raison que vous êtes la personne en ce moment à prendre cette décision maintenant est parce que vous êtes devenu président suite à un coup d'État qu'on a obscurci en racontant du bullshit, des conneries. Je vous invite à vous informer sur cette période, sur Lyndon B. Johnson et tout ça. Et puis voilà. Bon. Peut-être que vous avez
Peut-être que vous avez lancé une guerre dans un certain pays d'Asie du Sud, du Sud-Est, en réponse, enfin, dans un certain pays, en réponse à une fausse attaque que vous savez était complètement bidon. Vous connaissez le bullshit. Donc vous, le président actuel, maître en conneries et en mensonges, on vous met devant la décision de devoir approuver une mission complètement loufoque d'amener des gens sur la Lune, ou bien de raconter des conneries dans la tradition hautement américaine avec la promesse d'un triomphe idéologique et matériel sur l'espace. Pas besoin de réfléchir, vous donnez l'ordre d'engager un cinéaste et une équipe pour enregistrer les preuves de la conquête de l'espace. Les gars de la NASA sont même d'accord de nommer un centre spatial après vous. Voilà, je sais pas si vous êtes, je sais pas si vous avez tout suivi. Alors entre-temps, il y a quand même beaucoup évolué parce que bon, je dis à l'époque, pour moi c'était faux parce qu'entre-temps, on peut voir le drapeau américain sur la Lune avec un télescope. Ce que je dis est que la narrative dominante offerte est complètement fausse, donc la narrative sur cette période est complètement fausse. Oui, peut-être qu'une des missions suivantes ou une des missions quelques années après a été réalisée. Peut-être que les Américains sont allés mettre un drapeau sur la Lune, oui, c'est vrai. Mais à ce moment précis, ils étaient complètement en arrière sur l'Union soviétique dans la conquête de l'espace. Mais vraiment complètement en arrière. Et enfin voilà, je vous invite à rechercher tout ça. Donc voilà. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous ai emmené dans cet exercice de pensée question logique, que je crois que vous vous posez maintenant. Donc voilà l'exercice de pensée qui a parlé à l'économiste en moi et a scellé définitivement ma position sur les fausses missions lunaires. Et ce que j'aime à cet exercice de pensée, c'est que les preuves sont simples, ça parle à la nature humaine, ça parle de la nature humaine, ça parle à la nature humaine et ça parle de la nature humaine. Pas besoin d'élaboration gigantesque, et pourtant le point est passé. Et donc c'est ça, pas besoin d'aller dans le complexe. Et en même temps, on ouvre son esprit à une autre manière de penser, qui ici était plutôt la pensée économique ou des gens qui doivent prendre les décisions, et du contexte autour de ça. Et ouais, en effet, j'aurais pu parler de tout ce qui est drapeau et tout ça, mais j'ai trouvé que dans une sorte de résumé de ce texte que j'ai lu dans l'autre livre, si vous voulez, je vous dis quel livre, ouais, il a vraiment touché le fond en fait. C'est que n'importe quel président sensé n'aurait pas pris cette décision. Voilà. Et ça, c'est quand même puissant. Et donc, oui, ce podcast, oui, ça c'est un petit détail. Ce podcast est une suite directe au dernier que j'ai fait en solo sur l'histoire et la narrative étant écrite par les vainqueurs. Supposons qu'on prouve aujourd'hui que la narrative est fausse. Qu'est-ce que ça changerait ? Ben rien. Le capitalisme a gagné, on est dans un monde capitaliste. Si on en avait prouvé un mois après, quoi ? Un gouvernement qui ment sur ses exploits et qui ment sur ses accomplissements ? Rien de nouveau. Tout est normal et tout a toujours été comme ça et tout est normal dans le meilleur des mondes. Donc voilà, voici un peu de la philosophie pratique partant d'une idée très, très basique que je vous ai présentée et que je vais vous offrir l'opportunité de faire vous-même sur plein de sujets différents. Et donc des sujets en fait qui va vous faire normalement ouvrir votre esprit à d'autres manières de penser, si vous le faites un peu comme je l'ai fait, c'est juste vous regardez un peu c'est quoi le contexte, vous vous connectez avec la réalité humaine, parce que j'ai quand même envie de vous rappeler que les humains, on est les mêmes depuis je crois 100 000 ans ou 200 000 ans, quelque chose comme ça, et les homo sapiens ou je sais pas quoi, et que donc du coup en fait on n'a pas tellement changé, et que donc les mêmes procédés fondamentaux qu'on vit maintenant, c'est les mêmes, ou les mêmes procédés sociologiques qu'on vit maintenant, c'est les mêmes d'il y a tellement de temps. Et donc je vous invite à étudier les prochains sujets. Sujet numéro 1, qui était Jésus ? Pourquoi le crucifier à côté de voleurs ? Parce que dans cette période on crucifiait plus ou moins n'importe qui. Alors qu'il était plutôt sympa selon les histoires officielles, pourquoi le crucifier ? Qu'est-ce qui dérangeait chez lui dans l'Empire romain ? Qu'est-ce qui dérangeait chez lui, chez les Juifs ? Essayez vraiment de vous dire, ok, oubliez le Jésus historique, essayez vraiment de recréer la situation comme elle était à ce moment-là. Voilà, moi je l'ai fait et je suis arrivé à des conclusions extrêmement intéressantes que je pourrais vous partager à l'occasion. Et c'est marrant parce que quand j'explique ces conclusions, il y a très peu de gens qui me disent « Non, c'est fou ce que tu dis, c'est complètement taré. » mais bon, voilà. Les sunnites et les chiites dans l'islam. Pourquoi cette séparation a existé directement après la mort du prophète ? Qui était d'un côté et qui était de l'autre ? Qui étaient les dignes héritiers du prophète et qui magouillait ?
Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite découpe régulièrement la tête d'Iraniens sous suspicion de terrorisme. Oui, faites vos recherches. Je vous invite à vous informer sur l'Iran et le terrorisme. Je vous invite ensuite à vous informer sur l'Arabie Saoudite et le terrorisme, particulièrement le financement du terrorisme. Et une fois que cela est fait, je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est notre allié. Et donc voilà, informez-vous un peu là-dessus, sunnites, chiites et tout ça. Et puis faites-vous vos propres conclusions. Et refaites l'exercice que je viens de faire. Donc tiens, ok. On est là, le prophète est mort, sunnite, chiite, ça part en couille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après? Je vous invite sérieusement à le faire. Comment est-ce que Christophe Colomb a convaincu deux rois à financer son expédition autour de la Terre pour atteindre l'Inde? Même type de sujet. Voilà, je vous invite. Pourquoi est-ce qu'Abraham a viré son deuxième gosse, sa deuxième femme? Voilà, ça c'est aussi un sujet intéressant, je vous invite à le faire. Ce qui est important en faisant cet exercice est de se rendre compte que l'humanité n'a pas changé depuis 100 000 ans. Ah oui, ça je l'ai dit. Comment nous fonctionnons aujourd'hui au niveau humain est le même qu'avant. Et pour le fun, on choisit quelques autres. Ah oui, les prochains, ça c'est plus au niveau actualité maintenant. Pourquoi se débarrasser de Kadhafi alors qu'il serre la main sur les photos avec Sarkozy? Que s'est-il passé? Pourquoi tout à coup maintenant on veut se débarrasser de lui? Même chose pour Saddam, pourquoi se débarrasser de lui? Alors que c'était un pote à un moment, alors qu'il est contre les terroristes, il butait les terroristes dans son pays. Pourquoi est-ce que David Cameron a annoncé le référendum sur le Brexit? Ça c'est un peu en arrière, mais il a annoncé qu'il va faire un référendum sur le Brexit. Pourquoi est-ce qu'il a annoncé ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait cette option? La Grèce et son crash. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce qu'Obama a annulé un voyage à la Nouvelle-Orléans pour aller à la conférence Bilderberg alors que l'ouragan Katrina venait de frapper? Pourquoi? Je vous invite à déjà voir si ce que je dis n'est pas de la merde et puis ensuite à regarder de plus près. Pourquoi est-ce que Guantanamo est encore ouverte alors que le premier acte de ce cher président Obama a été de signer la fermeture de cette prison? Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous invite voilà. Et donc maintenant, ce qu'on a vu, bien sûr, c'est le fait qu'il signe, alors qu'il ne s'est rien passé derrière. C'est du beau show à l'américaine. Je vous invite sérieusement de regarder tout ça. Quel genre de conversation est-ce que Barroso a eu avec Goldman Sachs pour avoir un job chez eux à 1 million l'année après sa présidence à la Commission européenne? Voilà, je vous invite à rechercher ça aussi. Stuxnet. Cherchez Stuxnet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Son impact, sa raison d'exister. Informez-vous sur Stuxnet. Donc voilà, je pourrais en trouver plein d'autres, mais donc voilà, ce genre d'exercice est impossible. Ah oui, ça j'ai noté ça. Ce genre d'exercice est impossible si l'on ne prend pas du recul et de regarder les sujets avec une vue d'hélicoptère sans s'attacher à l'une opinion ou l'autre. Bah oui, je veux dire, pour faire cet exercice, c'est ok, faites-le, mais il faut vraiment prendre une vue du mouche qui n'en a rien à foutre de l'humanité, donc pas s'attacher à son opinion, à aucune opinion, et juste vraiment regarder les choses comme telles. Et donc le prochain point que j'ai noté, et dire quelque chose comme « Ah, c'est dégueulasse, c'est révoltant », est une opinion aussi. Et donc trouver certaines découvertes que vous ferez dans ce chemin que je vous propose va vous révolter. Mais cette révolte en vous vous empêchera de voir les choses clairement. Voilà, moi j'ai choisi quelques sujets ici. Normalement, si vous faites quelques recherches, vous allez tomber sur des trucs vraiment pas mal. Voilà, par exemple, famille royale saoudienne, scandale. Tapez ça sur Google. Enfin voilà, il y en a plein. Et dites-vous que ces gens-là sont nos alliés. Et ils représentent... Enfin bon, soit. Faites vos recherches. Et il faut pas juste me croire, faites vos recherches. Et donc voilà. Donc, mais encore une fois, vous révoltez. Cette révolte en vous vous empêchera de voir les choses clairement et donc d'en parler de manière claire et faire une analyse claire de la situation. Rappelez-vous, être la mouche qui analyse cela et qui n'est détaché. Le recul dont on parlait avec Elias et Ulysse dans l'épisode sur la philosophie. Ah oui, je vais peut-être vous donner aussi un petit commentaire sur le texte original. En fait, lui, il parlait de l'opinion de masse. Les opinions de masse et comment c'est pas parce qu'une opinion est tenue par... je vais mettre Bossa. Il est où Bossa? Il est là. Et donc en fait, il parlait des opinions de masse et comment en fait, parce que le fait qu'une opinion de masse est tenue par plein de gens, c'est pas parce qu'une opinion est tenue par plein de gens que du coup ça donne une sorte de vérité à cette opinion. C'est juste elle est tenue par plein de gens. Et donc voilà, et donc lui il raconte tout ça. Enfin, il parlait de plein de trucs, quoi. Tu vois, de comment, ok, voici une opinion qui est tenue par plein de gens, mais quelque part, il y a plein de gens qui ont une opinion contraire aussi.
qui sont considérés comme fous, alors que d'un point de vue logique, il y a moyen de montrer que cette opinion est tout à fait valable, en fait. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette espèce de paraphrase de ce texte original, dans le sens où, bah oui, d'un point de vue business, oui, ça a du sens au lieu d'envoyer des gens sur la Lune, de simplement engager Stanley Kubrick, soi-disant, le meilleur cinéaste de cette époque, de lui faire des effets spéciaux, d'enregistrer quelques acteurs, de buter toute l'équipe qui a participé à cette mission, sauf notre cher Stanley, où on l'a bien briefé. On sait que toi t'es important, on peut pas juste te buter comme ça. Enfin voilà, tout ça c'est des trucs qui se disent au niveau de tout ça. Voilà, ça pour moi c'est l'argument qui est en mode ouais ok c'est faux quoi. Et en fait c'est marrant parce qu'il n'y a aucune preuve ici, c'est juste un exercice de pensée, tu vois. Il y a plein de preuves de pour et de contre à côté, tout ce que tu veux. Mais donc voilà, et parce que pour moi c'est ceci, hein, c'est extrêmement sensé. Mais du coup c'est fou de penser qu'on n'est jamais allé sur la Lune, ou en tout cas remettre en cause la version officielle. Et donc voilà, je vous invite du coup, pour le coup, à toutes les versions officielles, à parfois un peu les remettre en question. Donc est-ce qu'elles sont vraiment vraies, oui ou non? Tiens, c'est marrant, la musique s'est arrêtée. Tiens, cool. Ok, la musique s'est arrêtée, c'est pas grave. Donc voilà, je vous invite à remettre les versions officielles que vous entendez, de n'importe qui, hein, que ce soit de expert numéro B, que ce soit expert numéro C, que ce soit de votre cher politicien, que ce soit de votre idole. Hein. Je veux dire, si vous avez quelqu'un que vous appréciez, c'est pas parce que vous l'appréciez que vous devez accepter son opinion. Vous remarquez peut-être que je suis un peu... quel est le mot euh, que ouais, les arguments d'autorité ça marche pas trop sur moi et que moi je fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre ou que quelqu'un dit d'important le dit que moi je vais le croire, ou parce que la majorité des gens le pensent que je le crois. Je fonctionne comme ça. J'invite des gens à fonctionner comme ça aussi, à s'indépendantiser, à ne plus dépendre d'autres gens mais avoir son propre esprit critique. Et sinon, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, sauf kiffez la vie, amusez-vous, arrêtez de vous prendre au sérieux, donnez des câlins, recevez des câlins, chantez de vive voix, et surtout si vous voulez prétendre à être informé et intelligent, n'acceptez pas simplement la version officielle ou la version d'autorité, posez-vous toujours la question pourquoi quelqu'un vous raconte quelque chose. Les plus futés d'entre vous se poseront probablement la question maintenant de pourquoi est-ce que le grand prêtre de Koutsk nous raconte tout ça. Très bonne question. Informez-vous là-dessus. Faites des inférences. Faites-vous l'exercice que je viens de vous montrer. Hein. Imaginez-vous pourquoi moi je suis ici, que j'ai pris la décision de parler de tout ça. Quelle est l'intention du grand prêtre? Quel est son intérêt au grand prêtre? Ouais. C'est marrant parce que ici, la dernière phrase que j'ai notée, c'est... Voici la dernière phrase. Bon, je cherche encore et toujours des gens à venir participer aux chroniques inutiles. N'hésitez pas à me contacter. Bonne journée, kiffez la vie et plaisir. Ciao. Mais c'est marrant parce que dans l'état où je suis maintenant, et c'est marrant parce que j'ai écrit ça ce matin, mais dans l'état où je suis maintenant, hein, donc d'intense questionnement personnel, je me rends compte que je vais peut-être arrêter pendant un moment les chroniques inutiles parce que, en fait, ouais, ça me parle pas trop. Ou en tout cas, ça parle à un aspect de moi que j'ai plus vraiment envie de nourrir. Parce que voilà, à un moment, il faut se poser des sérieuses questions. Qui on est, qui je suis, pourquoi je fais les choses que je fais. Et quand on se rend compte qu'on fait certaines choses pour nourrir certaines illusions, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de continuer de le faire ou pas. Et voilà l'état dans lequel je suis. Enfin, en fait, je peux le dire plus simplement. En anglais, Dark Night of the Soul, Nuit sombre de l'âme. Voilà, cherchez ça sur YouTube. J'ai l'impression, ou sur n'importe où, j'ai l'impression que je suis un peu là-dedans en ce moment. Mais ce qui est bien comparé à la fois passée où j'étais dans cette... Donc, ce qui est bien cette fois-ci par rapport à la fois passée où j'étais dans cette situation, c'est que je me prends moins au sérieux et que je me permets de rigoler. Et que donc je suis moins dans de l'obsession et moins dans du stress et moins dans de la peur. Non, je laisse aller le process de remise en question. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus, tiens. Peut-être en sortant de cet état et pas quand je suis dans cet état. Mais donc voilà, ça c'était moi et je vous fais un sign-off. Développez votre esprit critique, n'acceptez pas les versions officielles et libérez-vous. Ouais, en fait, mine de rien, j'ai quand même apprécié tout ça. Ouais, cool. Je veux dire, Peut-être que je vais continuer un peu plus longtemps, même si, ouais, c'est fun. Les chroniques inutiles, chroniques inutiles, chroniques inutiles.